Ilana Ferradian. C'était le 3 octobre 1980, une bombe d'une très forte puissance explosait devant la synagogue de la rue Copernic à Paris. 4 personnes étaient tuées, des dizaines d'autres blessées. On s'en souvient, cet attentat antisémite qui a immédiatement suscité une émotion considérable, car pour la première fois en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des personnes étaient tuées dans un attentat visant la communauté juive. Et ce mois-ci justement, un ouvrage revient sur ce cold case, cette affaire non résolue dans le jargon judiciaire, puisque 43 ans plus tard, c'est vrai, les coupables n'ont toujours pas été jugés et le principal suspect est toujours libre. Rue Copernic, l'enquête sabotée, 1980-2023, un ouvrage écrit par le journaliste Clément Weilrinal. Il est notre invité ce matin et il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est vrai que l'affaire Copernic va dans quelques jours à nouveau faire couler beaucoup d'encre, puisque le 3 avril s'ouvrira le procès du principal suspect Hassan Diab. Alors en son absence. Il est au Canada. C'est quand même assez incroyable. On va revenir sur les raisons de cette absence, justement. Revenir sur le titre de ce livre, L'enquête sabotée. Mais d'abord, il faut revenir en 1980. Clément, vous aviez 20 ans, vous le racontez. Quel souvenir vous gardez de cette journée et pourquoi c'était important, justement, pour vous de rouvrir ce dossier maintenant ? Ah bien, je me souviens très bien, j'étais étudiant, j'étais à Paris, donc nous avons appris par la radio, une bombe vient d'exploser, c'était juste avant Shabbat, une bombe vient d'exploser devant la synagogue de la rue Copernic, il y a des morts, la rue est dévastée. Donc, vous l'avez dit, émotion considérable, mais surtout, j'ai gardé le souvenir et un sentiment que j'ai eu très rapidement d'une fantastique manipulation de l'opinion publique française et de l'opinion juive aussi, puisque dès le premier soir, sans qu'on sache trop pourquoi, un mot d'ordre a été lancé, ce sont des nazis qui ont posé la bombe. Un groupe fantomatique, néo-nazi, qui aurait la capacité de répandre la terreur et l'effroi en France. Et pendant, j'y reviens dans mon ouvrage, pendant toute l'année qui a suivi, il y a eu une sorte, ça n'était pas une erreur des premiers moments qui ont suivi l'attentat, il y a eu une intoxication, aujourd'hui on dirait il y a eu une diffusion de fake news dans la grande presse, où on a fait croire que c'était effectivement bien des nazis qui avaient posé la bombe, des nazis introuvables et insaisissables, puisqu'inexistants. Ça a joué beaucoup dans la campagne électorale qui a eu lieu dans les mois qu'on suivit, puisque ça a permis de faire monter en puissance François Mitterrand. Or, on savait, l'enquête a établi très rapidement, au contraire, que l'attentat a été perpétré par un groupe terroriste palestinien venu du Liban, et tout cela, j'y reviens déjà dans l'ouvrage, c'est intéressant avec le recul de voir à quel point on ne mesure pas aujourd'hui à quel point l'opinion publique française a été manipulée à l'occasion de cet attentat. C'est vrai que tout le monde dit que c'est un attentat commis par l'extrême droite, et vous citez une longue liste de personnalités qui s'emportent. Albert Lévy notamment, le secrétaire général du MRAP, qui appelle tous les Français à venir protester contre le néonazisme. Et puis il y a cette phrase, alors évidemment que tout le monde a retenu 43 ans encore après, la phrase de Raymond Barre, le Premier ministre de l'époque, qui avait déploré que cet attentat qui visait des juifs allant prier à la synagogue ait finalement touché, je cite, des Français innocents. Mais pour vous, c'est pas l'essentiel. Oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On va pas refaire le procès de Raymond Barre et de cette phrase malheureuse, si j'ose dire, mais l'enquête sabotée, ça va beaucoup plus loin. Comme je vous disais, il y a d'abord une manipulation de l'opinion, mais on s'interroge déjà aujourd'hui pour savoir, je le disais tout à l'heure pendant votre introduction, comment le procès ouvre 43 ans après les faits. Et puis surtout, il ouvre devant la Cour d'assises spéciale de Paris, compétente pour juger les affaires en matière de terrorisme, mais il ouvre devant un box vide. Ouais. Alors, parfois, les box sont vides parce qu'on n'a pas réussi à identifier ou à arrêter les auteurs de l'attentat. Il se trouve, et c'est tout l'objet de mon livre, Rue Copernic, l'enquête sabotée, il se trouve que l'un des suspects, le principal suspect, le poseur de bombes présumé, qui s'appelle Hassan Diab, qui est un Libanais, qui aujourd'hui vit au Canada, avait été extradé par le Canada en 2014 à la suite d'une très longue enquête du juge Marc Trévidic, parce que le dossier effectivement contient énormément de charges pesant contre Hassan Diab, et dans des circonstances assez invraisemblable, j'allais dire abracadabrantesque, Hassan Diab a été libéré ultérieurement par des juges. Il se trouve aujourd'hui en liberté au Canada, il n'a plus de mandat d'arrêt et le procès va donc s'ouvrir en son absence et avec une incertitude maximale quant à savoir
pourra-t-on un jour arrêter Hassan Diab si il venait être condamné? Alors on parle d'Hassan Diab, alors il faut expliquer, c'est un militant autrefois du FPLP. Non, présumé. Voilà. Je vous rappelle qu'on est dans le cas d'une affaire judiciaire. C'est un principe théorique, il est présumé innocent, mais de très lourdes charges pèsent contre lui. C'est pour ça n'est pas sans raison qu'il est renvoyé devant la cour d'assises de Paris. Et oui, l'enquête est très longue, il y a beaucoup d'éléments, et donc vous le dites, en 2018, c'est vrai, à la surprise générale, Hassan Diab sort de prison, puisque les deux juges antiterroristes Jean-Marc Herbeau et Richard Folzer rendent une ordonnance de non-lieu, estimant que les charges recueillies lors de l'enquête ne sont finalement pas probantes, et pourtant il y a des preuves contre lui, et notamment confirmées par plusieurs de ses proches et de ses anciennes relations. Alors comment expliquer justement ce retournement de situation, Clément? Ah bien, je n'ai pas exactement la réponse. C'est le mystère c'est l'interrogation qui plane sur ce dossier de la rue Copernic. Alors, pour avoir un début de réponse, et c'est ce que je fais dans mon livre, il faut déjà examiner, exposer de manière objective les charges qui pèsent contre Hassan Diab et les raisons qui ont pu pousser les juges à lui accorder un non-lieu, et voir de quel côté penche la balance. L'enquête qui avait été faite précédemment par le juge Marc Trévic, auquel il faut rendre hommage, est extraordinaire. C'est d'abord digne d'un thriller, d'un roman policier. Tout au long de 3 ou 4 décennies, le juge Trévic et ceux qui l'avaient précédé, je pense notamment également au juge Bruguière, ont retrouvé pas des indices ténus, pas des choses subjectives. Ils ont retrouvé un certain nombre d'éléments invraisemblables, des éléments, des témoignages de gens qui ont connu Hassan Diab, qui l'ont connu à Beyrouth, qui l'ont croisé aux États-Unis, qui l'ont croisé au Canada dans son long périple qui l'a mené jusqu'à Ottawa. Et à la lecture du livre, vous verrez, il y a eu des enquêtes téléphoniques, des écoutes téléphoniques. Et puis, très intéressant, il y a ces révélations récentes. On a beaucoup parlé de cet accord occulte, un pacte qui est passé entre les autorités françaises et des organisations terroristes. Alors ça, effectivement, c'est l'un des éclairages que j'essaye d'apporter dans mon livre, c'est que cette libération incompréhensible d'Hassan Diab en 2017-2018 par des magistrats français, ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il se trouve, j'ai un peu examiné, j'ai un peu essayé de refaire toute l'histoire à travers le dossier Copernic. J'essaye de refaire toute l'histoire de 50 ans de terrorisme palestinien en France et en Europe. On a un peu le sentiment que le terrorisme palestinien est l'angle mort de la lutte antiterroriste. Ouais. On ne veut pas en entendre parler. Vous citez plusieurs exemples. Oui, Georges Habash, Abu Daoud. Je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs, de vos auditeurs s'en souviennent encore. Tout au long des années 70 et 80, il y a déjà eu des libérations assez incompréhensibles ou compréhensibles pour des mauvaises raisons de terroristes, de chefs terroristes palestiniens sous le président Valéry Giscard d'Estaing. Je vous rappelle, il y a eu la libération de Abu Daoud, qui était quand même l'homme des Jeux Olympiques de l'attentat des Jeux Olympiques de Munich, où des 11 athlètes israéliens avaient été massacrés. Il avait été interpellé pas loin d'ici, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans l'hôtel où il se trouvait, à Paris. Il avait été interpellé. Eh bien, on l'a expulsé manu militari sans délai quand les autorités israéliennes ont préparé un mandat d'extradition. Rappelez-vous, Abu Daoud a été libéré par la justice française et accueilli comme un héros à Alger. Quelques années plus tard, cette fois c'était sous François Mitterrand, il y a eu l'affaire Georges Habash, le chef fondateur du FPLP, qui s'est retrouvé aussi venir à Paris, rappelez-vous, pour subir des examens dans un hôpital parisien. On se souvient du scandale. Je reviens sur cette affaire et on s'aperçoit que la libération d'Hassan Diab, l'homme suspecté d'être l'auteur principal de l'attentat de la rue Copernic, cette libération, ce non-lieu incompréhensible, eh bien, s'inscrit dans une longue lignée de libération de terroristes palestiniens. Vous écrivez, la question se pose de savoir si le terrorisme palestinien ne continue-t-il pas de bénéficier d'un statut particulier, voire d'un préjugé favorable. C'est quand même très grave. Oui, parce qu'on pouvait penser que après les attentats du Bataclan, après les attentats de Charlie Hebdo,
c'est pas seulement qu'on peut penser, on sait que la société française a évolué et se rend compte que le terrorisme, ça n'est pas quelque chose qui relève du romantisme révolutionnaire folklorique avec 3 bombinettes qui ne font de mal à personne. Mais il subsiste dans une partie, alors là je quitte le volet purement judiciaire, mais il subsiste dans une partie de l'opinion publique et chez certains politiques, effectivement, une complaisance, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du terrorisme palestinien. Encore aujourd'hui avec l'affaire Salah Hamouri, notamment. Oui, avec le Hamas, avec le djihad islamique. Il suffit de lire les éditoriaux du Monde. Et des organisations internationales que vous citez d'ailleurs, Amnesty notamment. Oui, c'est intéressant parce que dans cette libération de Hassan Diab et dans la campagne de presse qui ne va pas manquer d'intervenir à l'occasion de l'ouverture du procès, c'est très intéressant de savoir que Amnesty International, dont on connaît la dérive pro-islamiste, Amnesty International soutient Hassan Diab. Alors c'est très intéressant parce que le cas Hassan Diab illustre parfaitement la dérive d'une organisation comme Amnesty International. Souvenez-vous, Amnesty International est censé protéger les gens poursuivis dans leur pays pour délit d'opinion ou pour activité politique. En tout état de cause, ce monsieur, qui n'a pas encore été jugé, mais sur lequel pèse de fortes suspicions, n'est pas du tout poursuivi pour des activités politiques ou pour avoir exprimé une opinion. La justice française, la justice d'un pays très démocratique, qui offre toutes les garanties judiciaires aux justiciables, la justice française le suspecte d'avoir mis une bombe rue Copernic le 3 octobre 1980 qui a tué 4 personnes, qui en a blessé 40. Et je dois le dire aussi, et c'est rappelé dans l'ouvrage, que Hassan Diab est également suspecté d'avoir posé 1 an plus tard, en octobre 80 cette fois, une bombe devant la synagogue d'Anvers en Belgique, qui a tué 3 personnes. Vous voyez, on est très loin du délit d'opinion. C'est très intéressant de savoir pourquoi Amnesty International soutient Hassan Diab. L'affaire de l'attentat de la rue Copernic est imprégnée de non-dits et de sujets tabous. Elle touche aux questions du racisme et de l'antisémitisme, du nazisme et de la collaboration, et aussi bien sûr au conflit israélo-palestinien. C'est ce que vous écrivez, et on invite tous nos auditeurs bien sûr à se procurer ce livre, Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023. J'espère qu'on a pu dire l'essentiel avec vous, Clément Vérinal. Merci beaucoup. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, mais je pense que vos auditeurs le découvriront dans le livre. Merci beaucoup Clément, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.